Bonjour et bienvenue au 77e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai Vince. Et aujourd'hui notre thème, ça va être en fait une question à laquelle on va répondre. Et c'est quoi la question, Vince? Est-ce que tous les jeux doivent avoir un mode solo? Ben la réponse plus tard dans l'émission. Parce que avant tout, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur le duel de l'an passé. Et l'année dernière, on était dans un duel de nouvelles suites, donc des nouveautés, mais qui étaient aussi des suites de quelque chose. Et moi, je vous avais parlé de Nature Incarnate, qui était la dernière extension de Spirit Island, qui est un de mes jeux préférés. Je pense qu'il était numéro 2 quand j'ai fait mon top 10 un peu plus tôt cette année. Et Spirit Island, c'est encore un de mes jeux préférés, puis j'aime beaucoup ce que cette extension-là a rajouté. Là. Donc on avait beaucoup de nouveaux esprits, un nouvel adversaire, des nouvelles règles aussi, là, le principe d'incarnat. Là. Donc t'as comme un token que t'as sur le board qui est comme une de tes présences, mais plus forte. Là, pour ceux qui ont déjà joué à Spirit Island vont savoir un peu de quoi je parle. Fait que dans le fond, t'as des pouvoirs innés qui vont référer à ton incarnat, puis tu vas pouvoir seulement faire... tu peux juste targeter le lane dans lequel ton incarnat est avec ce pouvoir-là, mais qui va faire des effets quand même assez cool. Fait que c'est comme si t'avais une présence sur le board qui peut se déplacer, puis agir, là, puis comme te permet de déclencher des pouvoirs un peu plus forts, là, mais comme plus limités en où est-ce que tu peux les faire, tu sais. Puis j'ai rejoué plein de fois à Spirit Island, mais même dernièrement, là, je pense que c'était la semaine dernière, là, j'ai essayé j'ai rejoué avec un des nouveaux esprits de Nature Incarnate, là, qui est comme celui-là qui est rapidement en train de devenir un de mes préférés. Là. Tu peux comme enlever les envahisseurs de sur l'île puis les envoyer dans une espèce de no man's land, ouais. Où ce que ils vont se downgrader, puis des fois ils ressortent pas, mais là, quand ils ressortent, ils ont vu des affaires puis sont transformés, puis en tout cas c'est thématiquement je trouve que c'est un esprit vraiment cool, là. Il s'appelle Breath of Darkness Down Your Spine. Ça vous donne une idée de c'est quoi ses capacités, là. Donc ça c'était pour moi. Toi de ton côté, c'était quoi ton poulain dans ce duel-là? Eh bien, de mon côté, je défendais Expeditions, qui était la suite, un peu la suite spirituelle de Sight, où on est en fait, chaque joueur va contrôler un mech qui va se promener dans le nord de l'Europe pour essayer de retrouver une expédition perdue. Puis en chemin, ben, tu vas essayer d'accumuler de la gloire, de l'argent, puis des cartes pour pouvoir remporter la victoire. Donc encore comme dans Sight, on a une espèce d'aspect d'engine building, sauf que là, ici, c'est pas tant les actions qui vont faire ça, c'est plus ton deck de cartes que tu vas construire, qui va faire que tu vas t'améliorer. À ça, tu peux améliorer aussi ton mech en lui greffant des objets qui vont avoir des habilités passives qui vont s'accumuler. Tu dois faire aussi des quêtes pour augmenter ta popularité, comme dans Sight, la popularité est super importante parce que ça te fait faire des points. T'as des cartes météorites qui te permettent de faire des points en cascade, tout ça, puis c'est ça. Fait que tu te promènes, tu fais des actions sur le plateau, puis c'est la course à qui va être capable de finir la partie en premier, puis s'assurer du plus de points. Moi, j'ai pas rejoué depuis le duel, mais tu sais, comme il est un peu sur notre shortlist là, de jeux qu'il faudrait bien qu'on rejoue bientôt. Puis de ce que j'ai compris, toi t'as rejoué dernièrement, puis avec des nouveaux éléments. Oui, parce que récemment, il y a eu l'extension d'Expédition qui est sortie, qui est Gears of Corruption. C'est tout frais, ça vient juste de sortir en magasin. C'est encore un peu, c'est pas tout le monde qui a pu l'avoir, là. C'est un peu triste parce que le jour où cette extension-là est sortie, les stocks se sont écoulés à une vitesse phénoménale. Fait que si vous aimez Expédition, déjà, je vais le dire tout de suite, je pense que ça vaut la peine d'avoir l'extension parce que ça change quand même une coupe d'affaires.
qui améliore l'expérience à mon avis. Donc, Gears of Corruption, ce qu'il va rajouter principalement, c'est quelques cartes, 2 mecs supplémentaires qui ont des nouvelles habilités. Ça, c'est comme juste un petit peu plus de ce qu'on avait déjà. Mais là où ça va changer vraiment de façon un peu plus significative, c'est qu'on va avoir plus de choses pour commencer la partie. Et normalement, au début d'une partie d'expédition, tu commences, tu vas aller chercher tes premiers meeples ou tu vas aller chercher tes premières cartes. À peu de joueurs, généralement, tu peux t'en sortir assez bien. Quand tu commences à augmenter le nombre de joueurs, ben là, souvent, tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir son premier meeple au premier tour. Ça se peut que t'attendes un peu. Dans Gears of Corruption, tous les joueurs commencent avec un meeple, qui est un meeple héros, qui compte pour n'importe quelle couleur. Fait que là, déjà, t'enlèves un peu cette nécessité puis ce retard-là de pas avoir ton meeple rapidement, parce que tout le monde en a un déjà. Fait que déjà, tu peux commencer à faire tes habilités de cartes. Deuxièmement, tous les joueurs vont partir aussi avec des ressources de départ qui sont du power et du guile. Fait qu'en fonction de ton mec, tu vas avoir un niveau de power ou de guile particulier. Chaque mec a comme sa valeur fixe à lui. Fait que là, ça veut dire qu'au début de la partie, tu commences, puis tu as déjà des ressources, tu peux déjà faire des trucs. Puis certains mecs peuvent déjà aller vaincre certaines corruptions qui peuvent apparaître tôt dans la partie avec leur valeur de départ. À ça, on ajoute aussi, j'avais oublié de dire, mais il y a aussi des couples de héros et de compagnons supplémentaires qui s'ajoutent. C'est un peu du pareil au même. On change d'une autre affaire, c'est que les jetons de cartes qu'on ramasse normalement quand on explore au début de la partie, ben au lieu de juste accumuler les jetons, chaque jeton va donner aussi une récompense supplémentaire qui va être soit du power, du guile ou une carte gratuite. Fait que t'es un peu encouragé à te déplacer plus. T'sais, déjà au début, c'est intéressant d'aller chercher des jetons de cartes. Plus encore si t'as des bonhommes qui font des choses avec ces jetons-là. Mais là, c'est que même si ton personnage n'a pas de pouvoir associé aux jetons de cartes, t'as intérêt à aller explorer pour avoir les récompenses, puis t'assurer que les autres vont pas stocker là-dessus. Fait que ça rajoute un truc qui fait que la carte va se découvrir plus rapidement, puis ça fait que tu as plus de ressources au début pour commencer à construire ton engin puis à faire des actions intéressantes rapidement. Ça, tu commences la partie le fun du jeu un peu plus vite, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. T'es déjà dans le feu de l'action. C'est l'extension, dans le fond, vraiment que tu kickstart le départ puis tu commences là, tout de suite. T'as pas le petit début lentement, un peu poète-poète, où tu dois courir après tes ressources pour commencer à avancer. Fait que les langues sales pourraient dire, pas moi, là, mais les langues sales pourraient dire, ils auraient dû inclure ça avec le jeu quand ils l'ont sorti l'année passée. D'une certaine façon, peut-être que oui. Peut-être que c'est quelque chose qui avait déjà prévu d'avance, parce qu'en fait, la présence oui, de il y avait déjà prévu d'avance. Oui, mais je veux dire... il y avait de la place dans la boîte pour les mecs d'extension. Là. Oui, mais je voulais dire, le principe d'accélérer le début de la game, ça, je me dis, c'est-tu quelque chose qui avait déjà prévu? Oui, il avait prévu l'extension, puis il y avait déjà les spots. Il savait combien de mecs il allait rajouter parce que t'avais les 2 spots dans la boîte, puis la boîte est faite pour fitter l'extension direct. Mais l'idée, c'était plus, est-ce que le principe de Kickstarter, comment tu le fais, peut-être que c'était pas tout à fait au point, mais y aurait-tu dû attendre avant de sortir le jeu d'abord? Bonne question, parce que, moi, j'aimais le jeu déjà d'avance, mais c'est sûr que l'extension a fait que, le bout un peu plus lent, il vient comme plus vite tout de suite, là, c'est cool, mais j'aurais pu vivre sans cette extension-là. Mais maintenant que j'y ai goûté, c'est dur de reculer. C'est ça, tu retourneras jamais au jeu de base, même avec des nouveaux joueurs. Parce que ça a pas l'air de rajouter de la complexité. Là. Non, c'est ça, pas du tout. Il y a un élément supplémentaire qui peut complexifier la partie, mais pas tant que ça. Il y a un module optionnel qui est inclus qui ajoute un mec corrompu. Ça, dans le fond, c'est optionnel, comme tu dis. Fait que si t'as des nouveaux joueurs, tu le mets pas, pis c'est tout. Là. Exact. C'est ça. Puis tu sais, le mec, dans le fond, corrompu, ce qu'il fait, c'est que c'est un mec, tu prends un mec qui est pas utilisé par aucun joueur, tu le mets sur le plateau, puis lui, il va se déplacer. Puis il va soit quand il rentre dans les joueurs, ben dans le fond, il leur fait perdre des ressources. Puis tu peux attaquer ce mec-là. Ce mec-là a comme des cartes qui vont s'accumuler. Puis tu peux détruire ces cartes-là en étant adjacent à lui, comme tu détruirais
Ta corruption. Des jetons corruption. Puis ces cartes-là comptent comme des jetons corruption pour le pointage. Fait que tu sais, ça Puis, rajoute. moi, j'avais demandé, est-ce qu'il se déplace comme aléatoirement ou tu peux un peu prévoir où ce qu'il va aller puis jouer en conséquence? C'est un peu aléatoire. C'est un deck de cartes, dans le fond, qui le contrôle. Fait que tu sais, tu pioches la carte, ça te dit qu'est-ce qu'il veut faire, puis qu'est-ce qui te fait perdre si tu rentres dedans, puis qu'est-ce que ça prend pour battre cette carte-là. OK. Puis tu peux vraiment, si tu réussis à éclairer le deck, ben il disparaît. Tu peux vraiment le détruire. Fait que c'est ça, ça bloque aussi des emplacements. Fait que tu sais, si t'es beaucoup de joueurs, ben ça fait que la carte est comme plus crowded. Si t'es moins de joueurs, peut-être que ça a un impact moins important parce que la carte est déjà plus libre, là. Ouais, ben moi justement je l'ajouterais peut-être à moins de joueurs pour comme ajouter un peu de blocage, tandis que quand t'as plus, je pense qu'il y en a peut-être déjà assez. Là. Surtout que de ce que j'ai compris, tu peux jouer à 6 maintenant avec l'extension. Ouais, c'était ça la suite, tu parlais de blocage, on peut se bloquer encore plus en étant 6 joueurs. 6 joueurs, ouais. 6 joueurs. C'est drôle parce que dans le livre de règles, on te dit que ben là, avec qu'est-ce qu'on a rajouté pour que la partie soit plus rapide, ben on pense que ce sera pas si pire à 6 joueurs, même si on s'attend à ce que le downtime soit un peu plus long. Je pense pas que je vais jouer à 6 joueurs. Non. Non. Déjà à 4, moi je trouvais que ton tour il revenait pas assez vite, là. Des fois. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que ça dépend de avec qui tu joues. Mais aussi la partie globalement va durer moins longtemps à cause que le début est vraiment plus rapide. Mm-hmm. J'ai été quand même mais même si c'est moins long, mais que tu passes plus de temps à attendre. Ouais. Pas hot, là. T'attends moins au global parce que la partie est moins longue, mais tu sais, ton temps de jeu est pas prolongé, tu sais. Non, c'est ça. Tu prends pas plus de décisions, t'en prends moins même. Ouais. Mais c'est ça. Mais j'aime beaucoup l'aspect raccourcissement de la partie. Là. Ça c'est vraiment le fun parce que justement. Espèce d'effet prélude, là. Ouais, il est plus là. Tu pars. Non, mais je veux dire, prélude, c'est l'extension de Terraforming Mars qui coupe le début de la partie, justement. Ah ok, j'avais pas vu la référence. Parce que je suis encore un inculte. Je n'ai pas joué encore à Terraforming Mars. Ça, je le fais à maintenant. Mais tu manques pas grand-chose. Il y a bien du monde qui l'aime. Ouais, je sais. Sam avec ses propos choquants. Fait que mais c'est ça. Fait que moi je le recommande. Si vous avez aimé Expédition, si vous achetez Extension, je pense que vous jouerez plus sans. Mais de là à dire qu'elle est absolument essentielle, je dirais peut-être pas. Mais c'est quand même bien. Ouais, si elle est là, tu vas apprendre. Tu vas jouer avec tout le temps. C'est ça, clairement. Mais j'aime le jeu même sans. Ah, puis il ajoute un autre petit truc que je trouve que ça fait quand même une bonne différence. Ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, les plateaux de mecs dans le jeu original, ils étaient simple couche, mais ils venaient avec des petits stickers pour le surélever légèrement pour que les cartes fitent en dessous. Ben là, ils ont décidé de fournir des plateaux de double couche. Ah, ça c'est quand même une belle amélioration de la qualité de vie, là. Ouais, parce que là, t'as deux pistes pour une pour ton power, une pour ton guile qui sont clairement définies, puis où est-ce que les petits jetons, ils fitent dessus. Même chose pour ton truc de sélection d'action. Ça prenait ça, là. Mais il y a plus les petits, à moins que vous ayez gardé vos petits stickers ou vous les ayez jamais mis, il y en a plus, puis c'est un peu chiant de les décoller pour les mettre sur l'autre. En fait, moi, j'ai abandonné. Fait que c'est ça. Mais c'est un beau, une belle amélioration. Puis il y a deux trucs qui sont remplacés, une tuile puis une carte parce qu'il y avait des typos dessus. Ah, ok, j'allais dire des petits tweaks de balance, mais même pas, c'est... Ouais, ben en fait, c'est qu'il y avait une tuile du Nord qui avait moins de corruption que les autres, puis c'était pas voulu. Donc là, ils ont réaugmenté la corruption dessus. Fait que c'est ok. Fait que oui, c'est la balance, mais c'est parce que c'était une erreur. C'est pas... Ouais. Excellent. Fait que on va essayer ça dans ma prochaine partie. Là. Moi, comme je disais, là, il était sur ma shortlist déjà. Fait que avec l'extension, ça semble encore mieux. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Ouais, ça vaut la peine. Good. Puis un autre jeu qu'on a joué récemment, parce qu'on a joué ensemble, c'est le jeu Aegis, qui est designé par Sean Ross et publié par Indie Board & Card en 2010.
puis qui était hors d'édition depuis un petit bout déjà, mais que le Portland Game Collective, là, qui est comme un groupe d'édition de jeux de cartes, là, justement, qui l'ont republié cette année. Il avait fait un Kickstarter l'an dernier pour ce jeu-là et un autre, là, mais nous, on va parler juste de Haggis. Donc, c'est ça, c'est un petit jeu de cartes, un climbing game ou un shedding game qu'ils appellent en anglais, là. Donc un jeu où on essaie de se débarrasser des cartes de notre main le plus vite possible, là. Un peu comme dans Scout, là, pour ceux qui ont déjà joué à celui-là, là. Ou le Trou de cul, là, qui est un jeu qui était bien populaire, moi, dans ma famille, là, qu'on peut jouer avec un jeu de cartes standard. En fait, à Guess, on pourrait jouer avec un jeu de cartes standard aussi, là. Puis c'est ça. Le but, c'est de se débarrasser de ces cartes, puis de faire le plus de points, dans le fond, en remportant des mains qui ont... Quand il y a beaucoup de cartes sur la table. Fait que si, par exemple, je joue un 2, Vince joue un 3, après ça, je rajoute un 4, puis on peut monter comme ça. Puis si, mettons, il se ramasse à avoir 8 cartes à la table, puis que là, après ça, quelqu'un finit par passer, ben la personne qui a gagné va faire 8 points. Puis, comme dans bien de ces jeux-là, on peut faire des paires, des triples, des quadruples, des suites de 2 couleurs. Il y a comme beaucoup de combinaisons qu'on peut faire possible. Puis, une de ces twists, en fait, c'est que à chaque main, chacun des joueurs, moi j'ai juste joué à 2, là. Je pense que le jeu joue à 3 ou 4, là. Je sais pas c'est quoi les règles pour 3 ou 4, mais à 2 joueurs, chacun des joueurs va avoir un valet, une dame et un roi. Puis dans le fond, ces cartes-là, c'est un peu comme des frimes qu'on peut utiliser pour patcher un trou dans une combinaison de cartes au besoin, là. Fait que si j'ai mettons un 2, un 4, un 5, un 6, ben je pourrais mettre un valet comme un 3 pour me faire une suite de 5 cartes, par exemple. Ou si j'ai une paire, ben je pourrais la booster en triple, etc., etc. Puis l'autre twist qu'on rajoute à ça, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des combinaisons qui sont des bombes, dans le fond, qui sont comme ça peut battre n'importe quoi. Mais quand je joue une bombe, je donne les points à mon adversaire. Mais je garde quand même la main, fait que c'est moi qui vais rejouer après. Puis c'est là toute la... Comme un move du désespoir, tu sais, mais Ouais, mais c'est là les décisions les plus intéressantes dans un round, c'est quand est-ce que je joue ma bombe, parce qu'une bombe, ça peut être valet-dame ou dame-roi, ou ça peut être aussi une combinaison bien précise de cartes, là. Dans le fond, c'est un 3, un 5, un 7 ou un 9, et un 9, soit de toutes les couleurs différentes ou toutes la même couleur. Fait que ça, c'est plutôt rare, mais comme valet-dame puis dame-roi, techniquement, tu pourrais le faire à toutes les mains si tu veux. La question, c'est plus quand est-ce que tu vas le faire, puis est-ce que ça vaut la peine de défaire ces bombes-là pour aller booster tes autres mains, puis quand est-ce que tu fais ça, tu sais. Puis des fois, t'as des belles combinaisons dans tes mains, mais qui fitent pas avec ce que l'autre a joué. Tu sais, mettons, tu sais, j'ai un quadruple, mais là, l'autre, il arrête pas de jouer des paires, ben tu sais, ça vaut-tu la peine de casser mon quadruple pour aller battre ses paires, ou tu sais... je suis mieux de faire une bombe pour jouer mon quadruple puis prendre le devant. Tu sais, c'est pas tout le temps facile, là. C'est des décisions pas évidentes. Puis à ça, tu rajoutes qu'au début du round, tu peux faire un pari sur parier un nombre de points, dans le fond, qui fait que celui qui finit sa main en premier va faire ces points-là supplémentaires. Fait que si t'es bien confiant, tu peux comme mettre des gros points, mais c'est dur des fois de s'assurer d'être le dernier à jouer, tu sais. c'est ça, puis de bien interpréter son jeu puis te dire ouais, ça va être bon ou pas. Puis vu que les autres joueurs ben ils font leur affaire, tu peux pas être certain. Sinon, c'est ça, là, on a expliqué pas mal toutes les règles, là. La partie se finit dans le fond, quand quelqu'un atteint au moins 250 points, on finit la main, puis celui ou celle qui a le plus de points va gagner. C'est ça, le jeu est disponible en vrai avec la nouvelle édition. Ça va sûrement être en magasin, là, si ça l'est pas déjà. Puis ben nous, on a joué sur BGA. Il est disponible là aussi, puis l'implémentation est vraiment bien faite. Là, tu peux réorganiser tes cartes, verrouiller des groupes de cartes ensemble pour comme pas oublier que t'as une bombe, puis de... Parce que ça arrive des fois là que t'as une bombe dans tes mains, mais tu t'en rends pas compte, puis là, après ça, tu utilises le 5 pour comme compléter ta suite, puis après ça, tu regardes, pis t'es comme, oh,
Je viens de me défaire une bombe, là. Ouais, puis quand t'es un peu nono comme moi, puis que t'oublies qu'une suite, ça prend 3 cartes, le jeu, il te permet pas de jouer tes 2 cartes qui se suivent tout seul. Il dit, faudrait que tu joues quelque chose de légal. Fait que, en vrai, ça C'est m'a Sam sauvé. qui gagne. Ouais. Fait que c'était Haggis de Sean Ross et Indie Board and Cards / le Portland Collective. Sinon, Sam, j'ai cru comprendre que t'as joué à un jeu qui nous a été chaudement recommandé par les gens de l'Odyssée. Ben oui. En fait, je sais pas s'ils nous l'ont recommandé, mais en tout cas, ils nous l'ont donné. Il me l'a recommandé aussi. Okay. Richard m'avait dit que c'était le genre de jeu qu'il aimait puis qu'il avait le goût d'essayer. Fait que quand on en a parlé, j'ai fait Richard a l'air de l'aimer lui. Fait que ça doit être pas pire. Mm-hmm. Fait que c'est peux-tu t'imaginer, c'est un jeu qui se passe dans le désert avec des vers géants, mais c'est pas un jeu de dune. Pis ça, là, c'est vraiment aussi rafraîchissant qu'un oasis dans le désert. Mais ouais, avec des vers dans le désert, pis là, c'est du sable. Fait que, moi, le sable, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est rugueux et irritant, puis ça rentre n'importe où. Fait que, convainc-moi. Ouais, fait que je pense qu'on l'a pas dit clairement encore. On parle du jeu Sand ici, designé par Ariel Di Constanzo et Javier Pellizzari et publié par Devir Games. Puis comme beaucoup de jeux de Devir Games, c'est un jeu qui est dans la Kemuchi Saga. Fait que c'est comme l'équivalent du MCU, mais en board game de Devir. Là. Tous leurs jeux comme sont dans cette saga-là. Là. Il y a le premier dans la chronologie, c'était Bitoku. Il y a Silk, que moi je possède, qui est là-dedans aussi, puis que je savais même pas qu'il était dans le même univers que Bitoku, mais apparemment oui. Mais là, Sand, là, c'est comme la fin. Là. C'est genre la partie Mad Max là, du Devir Extended Universe. Là. C'est comme l'apocalypse est passé, il reste juste du désert partout, puis comme le monde se rappelle qu'il y a peut-être déjà eu d'autres choses avant, mais là on vit dans le désert, puis on essaie de s'en sortir. Mais tout ça, on s'en fout pas mal parce que le thème il est pas là du tout quand on joue. Ok. Puis moi j'allais dire pourquoi est-ce que c'est le Mad Max, mais est-ce que c'est aussi le Avengers Endgame, que ensuite les films qui vont sortir sont plus tant cool. Ben je suis allé voir Deadpool cette semaine puis il était très bon. Ah ouais, faut que j'y aille là. Mais si on revient à nos moutons là, comme je disais, Sand, le thème on s'en fout un petit peu là, c'est un jeu de pick up and deliver, donc il y a certaines villes sur le plateau qui vont produire des types de ressources là, qui sont thématiquement c'est des différentes plantes là, mais des cubes de 4 couleurs différentes. Qu'on va pouvoir aller ramasser, puis là, on se déplace sur les chemins avec notre petit verre des sables, puis on les amène dans d'autres types de villes qui, eux, veulent acheter ces cubes-là. Puis dans le fond, si le cube il est en demande dans la ville où ce que tu le vends, ben, tu vas pouvoir le vendre plus cher. Puis sinon, ben, tu le vends moins cher, mais tu peux potentiellement avoir un bonus si tu es capable d'avoir une combinaison de 2 cubes de couleurs bien précises. Là. Fait que mettons une ville elle a les rouges puis les noirs en forte demande. Puis là, si t'es capable d'avoir les deux en même temps, ben, ça va te donner un cube d'une autre couleur plus haute que tu vas pouvoir ramener dans un autre type de ville puis le vendre vraiment plus cher. Ou si tu vends les deux couleurs qui sont pas en demande, ben ça te donne un petit bonus de points qui peut avoir vraiment beaucoup de points à la fin de la partie si c'est toi qui en as le plus. Ça, c'est pas mal le gros principe de base. Sinon, quand ça marche, c'est quand même assez clever. Là. C'est un genre de... Il y a une sélection d'actions, mais comme l'action que tu fais va dépendre de des dés. Fait qu'au début du round, le premier joueur va brasser les 4 dés de 4 couleurs différentes, dans le fond. Puis t'as droit comme un mulligan, là, fait que tu peux rebrasser les 4 dés si t'aimes pas ton résultat, mais t'es obligé de prendre le deuxième. Puis dans le fond, il y a un dé bleu, un dé rouge, un dé blanc, puis un dé noir. Puis certaines actions, quand tu la fais, c'est mettons l'action de soigner ton verre. Ton verre a comme 3 différentes stats. Ben, pour soigner une de ces stats-là, faut que tu fasses une action bleue. Là, quand tu la fais, ben, tu soignes du nombre qui est sur le dé.
Fait que si c'est un 6, ben tu soignes ton vert de 6. Et si tu veux soigner la stat rouge, ben tu regardes la valeur sur le dé rouge, puis etc., etc. Pourquoi tu soignes ton vert, c'est que dans le fond, quand tu veux te déplacer pour aller comme livrer tes cubes, ben dépendamment du chemin que tu prends, ça va te coûter plus ou moins cher, tu sais, comme d'eau, puis de santé, puis de l'autre stats de ton vert, là. Puis ça va te prendre un certain chiffre minimum sur le dé pour pouvoir emprunter ce chemin-là. Puis là, plus tu fais de livraison, plus que tu vas pouvoir améliorer ton verre, puis là, ça va te coûter moins cher de dés puis de stats, puis ton verre, tu sais, comme il devient meilleur, fait que c'est plus facile d'aller faire des livraisons au fur et à mesure que la partie elle avance. Puis, une twist qui est intéressante aussi, c'est que quand tu prends une marchandise d'une des 4 couleurs, ben ça bloque la tuile d'action qui est associée à cette couleur-là. Fait que si je transporte une marchandise bleue, ben je peux plus faire d'action bleue tant que je l'ai pas vendue, ma marchandise bleue. Puis en plus, j'ai une action de moins à chaque tour. Fait que tu peux pas comme juste ramasser plein d'affaires, puis après ça, faire des livraisons. Tu sais, parce qu'à chaque fois tant que tu traînes des affaires, t'as moins d'actions. T'as un petit aspect de engine building, dans le fond, parce qu'à chaque fois que tu fais une livraison, oui, tu vas faire de l'argent, qui est en fait des points, là. Ton argent, c'est tes points à la fin de la game. Mais t'as comme un petit plateau double couche, là, puis à chaque fois que tu fais une livraison, dépendant de la couleur que c'est, ben tu la places à un emplacement particulier. Fait que là, t'as comme une rangée pour les ressources de base, puis une rangée pour les ressources un peu meilleures, puis une autre rangée pour les autres ressources encore mieux, qui sont plus dures à obtenir, mais qui ont des meilleures récompenses quand tu réussis à les livrer. Fait que ça te permet d'avoir plus d'argent encore, ou d'améliorer ton verre, ou de comme améliorer tes compagnons. Là. Tout le monde a comme 4 compagnons. Là. Quand un coup qui sont revirés, ben ça va améliorer tes actions. Là. Il y en a une qui te permet, mettons, de faire 2 déplacements quand tu fais un déplacement. Ou de traîner 2 ressources de la même couleur. Puis comme ça t'enlève pas une action de plus. Ce genre de truc-là. Là. Fait que t'as comme un petit aspect de comme comment je vais améliorer mon tableau pour être plus efficace à livrer. Faut que tu regardes dans le fond. C'est un peu comme random quelles ressources qui arrivent, qui sont disponibles pour être ramassées. Puis là, après ça, ben tu regardes comment que c'est tombé, puis genre quel chemin que je peux prendre pour aller les chercher puis les livrer de la façon la plus efficace possible. Là, parce que tu sais, à chaque ville, t'as tout le temps des combinaisons de quelle couleur qu'ils veulent. Fait que là, tu sais, les cubes vont tomber plus ou moins loin de ces villes-là. Fait que c'est à toi à comme naviguer ça, puis peut-être comme couper l'herbe sous le pied aux autres joueurs pour aller chercher la ressource qu'ils voulaient aller chercher. Parce que le board est pas si gros que ça. Puis ben moi j'ai déjà joué à 2. J'ai pas eu l'impression qu'on s'est pilé ses pieds tant que ça, mais peut-être qu'à 4, il y aura un petit peu plus de course vers les ressources. Là. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé mon expérience. Faudrait que je le réessaye là, pour me faire savoir si je vais le garder dans ma collection ou pas. Le jeu vient aussi avec comme des pouvoirs asymétriques que tu peux donner aux joueurs. En fait, tu peux les drafter en début de partie. Mais tu sais, ils recommandaient pas de le faire pour la première partie. Puis comme il y avait quand même beaucoup de stock pendant l'explication, j'ai décidé des règles, j'ai décidé de laisser faire cet aspect-là. Là, parce que honnêtement, un de ses gros défauts, c'est que le livre de règles il est vraiment, vraiment mal écrit, mal structuré. Là. Il vient pas dans un ordre logique, fait que il y a beaucoup de stock à expliquer en début de partie, puis comme j'étais un peu perdu parce que j'avais jamais joué, puis comme la façon que ça m'était présenté, tu sais, je trouvais que c'était pas facile à digérer, puis tu sais, j'ai joué avec Ariane, puis elle a dit, tu sais, d'habitude t'es bon pour expliquer les jeux, puis là comme j'ai l'impression que j'ai rien compris. Là. Ouais, puis contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, elle a pas nécessairement dit ça pour t'encourager, tu sais. Parce que d'habitude t'expliques quand même bien, là, c'est vrai, là. Fait que Non, ouais. c'est ça, puis ce jeu-là, j'ai eu de la misère à l'expliquer, puis j'ai eu de la misère à le comprendre avec le livre de règles. Tu sais,
c'est quoi les différentes actions que tu peux faire à ton tour, c'est comme la dernière affaire qui t'explique. Ok, ouais, il te structure pas, admettons, le tour au début, puis après, il Oui, explique il les te actions. structure le tour au début, il dit genre, justement, tu vas faire tes actions, après ça, il va arriver telle affaire, tu vas faire telle affaire. Puis là, en passant, voici ce que tu peux améliorer sur ton tableau si t'as fait telle action. Va voir à la page 30 pour savoir c'est quoi cette action-là, tu sais. J'étais à la page 4, là. C'est de même tout le long. Ok, ouais. Genre les règles optionnelles là, des pouvoirs asymétriques, il t'explique ça avant de t'expliquer les actions. Ok, c'est un peu tannant, ça. Ouais. Puis comme même pendant la partie, j'avais des questions, tu sais, je me disais peut-être ça va être facile de se retrouver justement parce que tu sais les sections sont bien définies, mais comme de savoir le petit point de règle dans quelle section, c'était pas tout le temps évident non plus. Mais d'un autre côté, tu sais, le jeu est super beau, là, le style visuel m'a beaucoup rappelé Silk, puis même si ça, tu sais, c'est comme dans le désert, puis ça pourrait être vraiment beige, tu sais, le plateau il est quand même coloré, là, les cubes ils ont des petites couleurs pastel, là. Il y a comme je pense 7 ou 8 couleurs différentes de cubes, là, puis il n'y en a pas une qui se ressemble, puis c'est bien agencé, tu sais, visuellement c'est beau, les jetons d'action c'est des beaux jetons en bois, sérigraphés, là. Fait que tu sais, le matériel il est top qualité, là, à part le livret de règles, là. C'est comme son gros bémol, je dirais. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de jouer avec quelqu'un qui le connaît déjà puis qui peut vous le montrer, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, là. Donc voilà pour Sand de Devir Games. Donc, un jeu comme tu as mentionné qui nous a été fourni par notre commanditaire, l'Odyssée. L'Odyssée, c'est une boutique à Belleuil, mais c'est aussi une boutique en ligne où on peut acheter des jeux de société. Ils ont aussi, si vous êtes dans le coin, un service de location, parce que tu peux aller essayer les jeux avant de l'acheter, puis après, ils créditent ton coût de location sur ton achat. Donc, bref, si t'achètes de quoi, ça coûte rien. C'est même pas obligé d'être le jeu que tu as voulu essayer. Ils ont beaucoup de choix, ils ont des nouveautés, ils ont des promos souvent, ils ont des événements qui sont organisés là. Nous, on a fait notre journée Board Game Duel là, mais ils ont aussi des soirées de jeu assez régulièrement. Ils font même des petits tournois, là. Il y a des événements à l'Orcana, d'autres CCG, là. Bref, plein de choses, plein de belles choses à l'Odyssée. Y a-tu quelque chose qui Ben, te t'as tape parlé, l'œil de ce temps-ci? en fait, t'as parlé de l'Orcana. Ben, présentement, en fait, ils appellent ça la méga vente Disney l'Orcana. Fait qu'il y a plusieurs sets de boosters qui peuvent être achetés avec un rabais intéressant. Ils ont quelques nouveautés, entre autres, peut-être quelque chose qui va t'intriguer. Moi, moins, parce que j'étais Team Vince avec Great Western Trail, mais il y a Pirates de Maracaibo qui viennent de recevoir. Ouais, donc c'est une version, de ce que j'ai compris, plus condensée, plus rapide de Maracaibo, donc c'est clair que ça m'intéresse. Je pense qu'il va être dans notre prochaine commande à l'Odyssée. Sinon, ils ont encore des copies de Wonderland's War en français. Ça, on avait aimé ça aussi. Ben, surtout toi, tu avais joué. Non, moi, j'ai pas joué à Wonderland's War. Ça fait Peut-être quel que c'est, t'aimerais ça, mais c'est du backbuilding puis du contrôle de territoire, fait que je pense que t'aimerais ça. Puis, il en reste encore aussi Anunnaki. Anunnaki que j'ai bien aimé. C'est ça, une espèce de Euro 4X avec des pouvoirs asymétriques où on est des familles de dieux qui vont se taper dessus. Avec un espèce de petit aspect gestion de ressources, puis un mécanisme de sélection d'action assez haut. Ça ressemble beaucoup à... Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Scythe, qui est le prédécesseur spirituel de l'expédition qu'on a parlé aujourd'hui. Tout est Puis, dans tout. ben ouais, tout est relié. Donc, allez faire un tour, boutique l'Odyssée, à Belleuil, puis dites-leur que c'est Board Game Duel qui vous envoie. Et maintenant, on en arrive à notre événement principal, qui sera pas un duel aujourd'hui, mais plus une question à laquelle on veut répondre. Puis, Vincent, est-ce que tous les jeux devraient avoir un mode solo? Ça va être drôle, hein, parce que souvent, c'est moi, tu sais, qui joue à des jeux solo, puis je suis toujours content que les jeux aient un mode solo, parce qu'en fait, ça fait partie de mes critères d'achat. Il faut que le jeu ait un mode solo, parce que moi, j'ai le goût des fois
de rester chez nous puis de jouer à des board games, mais j'ai pas le goût de voir personne parce que je suis un ermite. Fait que Fait que ta réponse est oui. ben T'achètes pas un jeu s'il y a pas un mode solo, toi. Tu viens de le mais dire. je viens de dire ça, oui, mais c'est pas vrai que que tous les jeux pourraient avoir un mode solo qui marche bien. Fait que ça a l'air drôle parce que là je dis que je joue solo, mais je pense pas que tous les jeux peuvent avoir un mode solo qui fonctionne. Parce que ça dépend de la mécanique du jeu, puis qu'est-ce qui est l'objectif du jeu, puis le truc qui rend le jeu spécial. Du genre, The Estate, tu peux pas vraiment jouer solo parce que le but du jeu, c'est des enchères. C'est ça, puis d'interagir avec les autres joueurs. C'est ça. Ouais, tu sais, les jeux de négociation, de contrôle de territoire même. Ben quoi, il y en a qui le font un peu, là, c'est plus comme une version coop, là. T'as comme un joueur AI ou deux même, là. Ouais, mais avec lequel tu pourras pas faire de politique ou C'est ça. de jeu de réflexion. Tu sais, souvent ils vont faire des trucs plus aléatoires, tout ça. Fait que tu sais, ça s'intègre moins, puis ça enlève un peu le jus du jeu, là, j'allais dire. Fait que tu sais, c'est ça. Négociation, contrôle de territoire. Ben, contrôle de territoire, ça dépend. Tu sais, ça peut bien aller, là. Tu sais, c'est comme quand tu joues à certains jeux vidéo, tu joues à Civilisation, par exemple, tu peux jouer contre des AI puis ajuster la difficulté. Tu sais, il y a certains Ouais, jeux qui vont mais tu veux permettre vraiment ça. faire ça dans un board game? C'est Ben, beaucoup de gestion, beaucoup de micro-décisions, entre guillemets, là, qu'il faut que tu gères. Tu passes quasiment plus de temps à gérer les automas que toi, là. ça peut arriver, mais ça peut quand même être quelque chose qui peut être intéressant si toi, ça te force à à prendre des décisions quand même cool. Tu sais, c'est sûr qu'il faut être un peu plus patient, je te dirais, pour faire ces Ouais. gros jeux-là solo. Moi, en tout cas, je suis pas en tout attiré vers ça, là. J'aime ça jouer en solo, mais pas ce type de jeu-là, justement, parce que quand que je passe plus de temps à gérer le jeu que me gérer moi, on dirait que je décroche. Ça prend un peu plus de focus, ouais. Sauf si c'est designé pour ça, tu sais, comme, j'aime ça, moi aussi, jouer en solo, là, tu sais, je trouve que c'est méditatif, c'est le fun, c'est du temps, genre, pas à l'écran, T'es dans ta bulle, puis tu sais, même si t'es pas avec du monde, ça, c'est le fun de déplacer les trucs, de ouais, voir tu le sais, board qui évolue, puis t'as tu un sais, c'est, puzzle à résoudre, tout ça, qui est comme des aspects que je trouve le fun d'un jeu de société en multijoueur. Mais on dirait que je suis plus, moi, attiré vers, tu sais, les jeux qui sont designés pour ça, là, tu sais, comme le Gloomhaven Buttons and Bugs ou même 20 20 Strong, à la strong. limite, j'avais bien aimé ça aussi, un peu moins, là, mais tu sais, ou les jeux plus puzzle comme Sprawl Police, euh, ou tu sais, les jeux coop qu'il y a pas d'informations cachées, que dans le fond, c'est un jeu solo, que tu fais juste partager les décisions quand tu le joues en coop, là. Tu sais, un pandémie, là, on s'entend, tu sais, toute l'information est ouverte et est là, fait qu'un joueur pourrait décider pour tout le monde, puis au final, ça change pas grand-chose, là. Tu sais, oui, des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un d'autre pour S'ostiner, changer des déterminer c'est quoi la idées, meilleure solution. mais comme, tu sais, souvent, ces jeux-là, tu peux jouer tout seul, puis ça change rien, là. Même à la limite, Spirit Island, c'est un peu le même principe, c'est juste que t'as plus d'informations à gérer, là. Ouais, tu sais, Ou, tu sais, c'est, les jeux Dungeon Crawl, campagne, ça joue super bien en solo aussi, là. Tu sais, souvent, c'est comme si tu joues à plusieurs joueurs puis tu contrôles les deux personnages. Mais, tu sais, des fois, il y a des jeux qui vont avoir des règles spécifiques pour le solo, là, comme Tamashi que t'as parlé, là, pas si longtemps, là, que quand tu joues en solo, dans le fond, t'as comme un dummy-player qui joue avec toi que tu peux comme contrôler dans certaines situations ou l'utiliser, tu sais, ils ont fait des règles spécifiques pour quand tu joues en solo pour pas que t'aies besoin de contrôler plus qu'un personnage si t'aimes pas ça, tu sais. ouais, puis aussi, c'est que dans certains cas, c'est que parfois, gérer un personnage, tu sais, ça se fait bien, puis tu peux facilement rajouter plus, tu sais, je pense à Death May Die,
tu contrôles plus qu'un bonhomme, chaque bonhomme va jouer quand même de façon assez similaire. Tu sais, oui, tes skills vont être un peu différents, mais tu sais, ça se ressemble tout au final. Puis c'est facile de contrôler d'être plusieurs joueurs en une personne. Et dans des jeux un peu plus complexes, où tu as un peu plus de décisions, puis où tu construis un peu plus ton bonhomme, tu sais, comme dans Tamashii, tu sais, ça peut devenir plus compliqué parce que là, t'as ton move en tête quand t'es devant ton plateau puis tu vois quel pattern tu veux faire. Puis là, faut comme tu te remettes dans le bain pour ton autre bonhomme puis tu fasses ton pattern puis tu penses à toutes tes upgrades, tu sais, ça devient compliqué. Fait que là, ils l'avaient bien adapté, celui-là. Fait que c'est vrai que, tu sais, il y a certains jeux où jouer plusieurs bonhommes, ça se fait bien, puis d'autres, c'est plus rough, mettons. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, des jeux comme Marvel Champions ou Spirit Island, t'as pas vraiment besoin de... C'est sûr que le jeu est un peu plus le fun quand t'as des synergies entre les personnages pis tout ça, mais tu sais, ça scale assez bien que quand tu joues à un, ben, ça marche pareil, là. Pis t'as pas trop de choses à gérer, pis t'as comme quand même une expérience de jeu assez similaire aux expériences à plusieurs joueurs. Fait que tu sais, ces jeux-là, c'est comme tu sais, la réponse est non, t'as pas besoin d'un mode solo, ou oui, il y en a un comme de base parce que le jeu il est pas mal solo déjà, tu sais. Solo dans le sens où, vu que tu vois tout, puis que les informations sont publiques, puis que tu fais que l'interaction avec les autres joueurs, c'est de la discussion, puis que c'est co-op, ça se gère bien. C'est ça. Fait que ça, ces jeux-là, pour moi, ça va. Si on tombe dans la catégorie, tu sais, des jeux euro avec un mode solo, là, que t'as un automa, là, à la David Turtsey ou pas, là, que ça peut être juste que, mettons, à Feast for Odin, que tu bats ton propre score ou ce genre de truc-là. C'est là où ce que je débarque souvent. Ouais, là, par contre, t'as comme mixé deux catégories, là. Moi, ça, c'est deux trucs différents. Ok. Faut que tu battes ton propre score, c'est une affaire. Ouais, c'est Puis vrai. le gros automa poussé à la third C, c'est une autre affaire. Parce que, tu sais, l'automa à la third C, tu sais, il va être un peu plus... Il va être un peu plus exigeant sur sa gestion, mais il va te procurer peut-être un challenge plus élevé. Mais pour ça, je pense qu'il faut que tu aimes vraiment beaucoup le jeu en question, puis que tu sois prêt à passer plus de temps à ce jeu-là que normalement tu prendrais, tu sais, à jouer avec des gens souvent. Mhm. Puis, tu sais, il y a certains jeux pour lesquels ça marche, puis que j'aime ça, là. Je pense à Imperium, justement, Légende ou Classique, ou Horizon, là. Ça, je l'aime, tu sais, en solo ou à deux, au final, ça change pas grand-chose, parce qu'il y a pas tant d'interaction entre les joueurs, puis comme, lui, l'automa, il est quand même facile à gérer, là. Tu vires une carte, tu regardes, puis ça casse pas trop mon rythme, je trouve. Il y a d'autres jeux euro comme ça, comme Paladin du Royaume de l'Ouest, que, encore une fois, pas beaucoup d'interaction, un automa facile à gérer. Tu sais, ça, j'aime ça le jouer, mais comme, même lui, là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas sorti, là. Hmm. Puis tu sais, il y en a d'autres comme Sand, que je viens de parler, là. Lui, tout, il y a un mode solo, hein, mais comme, j'ai zéro envie de l'apprendre, là. Déjà que le livre de règles, il est pas très bon, là, pour, en plus, me rajouter d'autres choses pour le solo, puis comme, non, gars, lui, je vais le garder pour le multijoueur. Puis quand je suis en solo, ben, tu sais, j'ai plus tendance à aller vers mes classiques que j'aime bien, là. Un mode solo que j'ai trouvé cool, c'est celui d'expédition. C'est drôle parce qu'on reparle des jeux qu'on a parlé. Mais je le trouvais intéressant parce que l'automa, dans le fond, il joue pas du tout la même game que toi. Puis il est vraiment unique dans le sens où finalement l'automa, c'est deux mecs qui se promènent sur la carte, qui bloquent les emplacements, puis qui vont accumuler des points de façon vraiment D'une autre totalement façon, différente hein. que toi. Fait que c'est un peu particulier. Toi, t'es quand même un peu... faut quand même que tu joues le jeu comme tu jouerais normalement. Mais l'automa a comme sa propre affaire qui est pas du tout reliée à ce que tu fais. Je trouvais que c'était intéressant parce que t'as pas le choix de maximiser
ta planification pour pouvoir le battre, parce que lui, il fait ses points beaucoup plus facilement que toi, de la façon dont c'est fait. Puis il va te nuire un peu comme un autre joueur parce qu'il prend de la place sur le plateau. Puis ça, je trouvais ça vraiment ingénieux, la façon dont ils s'y sont pris, parce que ça fait que l'automa est facile à gérer, mais il fait qu'il faut quand même que toi, tu joues le jeu comme si tu jouais contre quelqu'un. Mm-hmm. C'est un peu le même principe avec Sight. Tu sais, l'automa, plus les tours avançaient, plus qu'il faisait de points, puis il déplaçait ses unités. Tu virais une carte pour savoir vers quoi qu'il veut aller ce tour-ci, puis il y a comme il y a des petites règles à apprendre au début, mais un coup que t'as comme pris ça en main, ça se gère super vite, puis c'est facile à faire son tour pendant la partie, puis encore une fois, ça casse pas trop ton rythme, puis comme tu dis, là, il fait des points, il se place à des endroits stratégiques qui fait que ça te nuit, fait que tu sais, faut que tu t'optimises tes affaires pour comme faire tes points rapidement parce que sinon tu vas perdre là. Puis j'avais bien aimé ça le jouer dans le temps là, je l'ai joué quelques fois mais tu sais ça, je l'ai pas ressorti après là, puis pas depuis longtemps là. Tu parlais après ça, t'as parlé des jeux où c'est bas ton propre score, là. Tu sais, ça, c'est sûr que ça fait une expérience très solitaire, j'allais dire, dans le sens où t'as vraiment t'as comme pas de presse, vu que t'as pas d'opposants. Ouais, t'as pas de pression de conditions de défaite là. Ouais. Ça sonne comme game de pratique, tu sais, où est-ce que tu dis, Ouais. ah là, je me fais bien trop péter la face par Sam à ce jeu-là, mais que là, je veux maximiser mes tours, fait que je mime une game où est-ce que Sam est pas là, mais que j'essaye de faire le plus de points possible. De me pratiquer là. C'est ça. Mais tu sais, il y a des jeux que il y a tellement peu d'interaction qu'au final, ça change pas tant l'expérience. Ouais. Ça peut être vu comme étant cool, comme ça peut être vu comme étant moins, là. Ça dépend de ce que tu vas rechercher dans ton solo. Tu sais, moi j'ai envie de dire que tu sais, ça fait que si t'aimes vraiment le jeu, ben tu joues au jeu puis t'as du fun, t'as le même fun que si les autres étaient là, si c'est un jeu avec très peu d'interaction. Ouais, pis c'est ce qui te drive. C'est pas tant la compétition pis l'interaction avec les joueurs. Tu vas avoir le même fun à jouer à ce jeu-là en solo ou s'il y a quelqu'un d'autre, là. Exact. C'est sûr que là, faut que t'aimes le jeu. C'est ça. Qu'il y ait autre chose qui vienne te chercher, là. Moi, tu parlais de ça, là, t'as parlé de Feast for Odin. Moi, je pensais à The Witcher Old World, qui lui offre en fait trois façons en fait différentes de jouer solo. T'as le mode comme normal où justement tu Fait que te lui, bats. à la question, est-ce que tous les jeux devraient avoir un mode solo, il est comme, oui, en v'là 3. Ben, c'est à peu près ça, tu sais. Parce qu'il y a le mode solo du jeu de base qui est bas ton propre score. Dans le fond, c'est juste d'essayer de finir le jeu en le moins de tours possible. Puis là, ben, ça te dit si t'as réussi en tant de tours, ben t'es bon, t'es un champion ou retourne à l'école. Tu sais, euh, t'as ce mode-là, t'as le mode avec les monstres légendaires qui là, ben il faut que tu pètes le boss avant tant de temps, puis là tu peux perdre. Puis t'as le mode coopératif où là, ben t'as un scénario en fonction du méchant que tu veux tabasser, puis faut que tu réussisses à le battre. Fait que tu sais, je trouve ça cool, tu sais, dans ce contexte-là, parce que t'as plusieurs façons différentes de jouer au jeu. Mais tu sais, tu vois, comme on parlait d'incitatif, tu sais, le bas ton propre score, c'est sûr que c'est un peu toi qui juges de si t'as gagné ou pas. Tu sais, t'es-tu fier de ta performance ou pas? Fait que tu sais, la satisfaction vient pas de yes, j'ai gagné, tu perds pas. Tu vas juste réussir à te surpasser ou pas. Ouais. Moi, ça m'intéresse moins, mais je sais qu'il y a mettons, il y a des guilds solo sur BGG où il y a des groupes de certains jeux qui ont comme proposé. J'avais vu ça aussi sur Reddit pour Spirit Island, par exemple, ou je pense que Marvel Champions commence à le faire, là. C'est Fantasy Flight qui propose à chaque semaine un challenge en particulier, là. Genre joue tel scénario avec telle liste,
t'as le choix entre telle liste de bonhommes, puis comme... Dans le fond, cette semaine-là, tous les joueurs qui sont dans ce groupe-là, si tu veux, vont essayer le même défi avec des conditions bien particulières dans le jeu, puis comme tu peux comparer tes scores avec les autres joueurs pour voir qui a le mieux réussi à relever ce défi spécifique-là, tu sais. Fait que ça peut être le fun d'avoir, comme tu dis là, t'as un aspect juste fais le meilleur score que tu peux, mais comme tu te compares à d'autres, fait que t'as comme un aspect semi-compétition. compétitif, ouais. Un petit aspect compétitif à ton jeu solo. J'avoue que c'est quand même intéressant. J'avais vu des gens faire une espèce de truc similaire, mais avec Death May Die, où c'était un défi campagne. Faut que tu réussisses à faire comme tous les scénarios. T'as ton pool de bonhommes, puis en fait, quand ils meurent, Sont t'es morts. perdus. Fait que là, t'as comme une ressource limitée qui est le nombre de bonhommes qui va rester jusqu'à la fin. Puis il faut que tu réussisses à faire les scénarios. Là, il y avait différentes combinaisons sur le même boss, plusieurs scénarios, toutes des différents. J'avais trouvé ça intéressant aussi parce que ça rajoutait, c'est ça, un petit challenge. Là. Puis tu pouvais dire à la fin, ben, je l'ai réussi, cette campagne-là. Ouais, ça peut être cool. Mais ouais, fait que c'est ça. Là, on a parlé beaucoup de jeux solo, tu sais, qu'on aimait. Mais là, on pourrait parler de jeux que justement, que le solo, tu sais, comment tu verrais ça, admettons, tu sais. On a parlé brièvement au début, là, tu sais, il y a des jeux, comme tu dis, qui ont des mécaniques ou un style que ça se prête pas mal moins bien au solo, là, tu sais, tout ce qui est enchères, négociation, bref, plus il y a d'interaction entre les joueurs, puis que c'est compétitif, moins que c'est facile de faire un solo qui a de l'allure puis qui t'offre une expérience similaire à ce que c'est le jeu en multijoueur, là. Exact. Puis quand il y a de la politique, où il faut que tu fasses de la déduction, tu sais, les jeux de déduction sociale, où est-ce qu'il faut que tu joues avec les informations que tu donnes puis que tu reçois, tu sais, Ouais, c'est un jeu comme L'île au trésor ou tu sais, Résistance ou Secret Hitler, tous ces jeux-là, tu sais, évidemment, tu pourras jamais faire de mode solo de ces jeux-là, là. Ou tu sais, les jeux de party, là. Les ouais. parties à 1, c'est un peu triste. Jouer à Just One à 1, bon, faut que je me fasse deviner le mot patate. Ok, je vais dire frites, patate, next. Fait que ouais, je pense que d'emblée, ceux-là, on peut les exclure. Tu sais, il y en a qui essayent, par exemple, d'avoir des modes solo puis que ça fait pas trop bien. On peut peut-être parler de ceux-là. Oui. Moi, j'en ai déjà glissé un mot avec, genre, tu sais, les jeux plus euro, avec un automa compliqué, d'habitude, moins ma tasse de thé, là, tu sais, comme je sais que, tu sais, un Terra Mystica ou un Gaia Project, il peut avoir des modes solo, moi, ça m'intéresse pas, là. Ouais. Moi, c'est... Ou Voidfall, mettons. Tu l'as essayé en solo? Parce que c'est Euh, déjà un jeu très complexe, puis là, si tu veux le jouer en coop ou en solo, il te rajoute un autre livre de règles par-dessus ça. tu viens de me faire penser, je l'ai pas encore essayé en solo. Ça va être sur ma to-do list, ça. Parce que je suis curieux, my god. Pourquoi j'ai pas essayé ça encore en solo? Tu viens de me faire penser à ça. Ben, peut-être justement parce que c'est trop compliqué puis que ça vaut pas tant la peine. C'est tellement plus facile de sortir un petit jeu comme Rover ou Buttons Ouais. and Bugs ou même Death May Die, à la limite, là. Ouais. Mais, tu sais, en même temps, là, t'as comme l'aspect 4X, là, qui vient te chercher, tu sais. Des fois, t'as le goût de jouer à un jeu qui est complexe. Ben, admettons, t'as pas le goût de jouer avec Sam parce que là, il est un peu désagréable à soir, là. Fait que tu veux le laisser chez eux. Puis là, tu te dis, OK, à soir, je combats le néant. En fait, tu viens de rajouter quelque chose à ma to-do list, là. Il va falloir que je l'essaye. C'est normal, Mais, les vacances s'en viennent. ben oui. Mais comme tu dis, par contre, c'est ça. Là, il y a le facteur intimidation qui est pas, qui est là, parce qu'il rajoute comme un plateau supplémentaire pour le personnage solo. Fait que je suis pas retourné dans les détails de comment, du pourquoi.
Fait qu'il faut... Déjà qu'il va falloir que tu réapprennes le jeu normal, parce que ça fait plusieurs mois qu'on y a pas joué, puis qu'il va y avoir plein de règles que tu te rappelleras plus. Ouais, mais ça m'inquiète pas trop, ça, je t'avoue. Mais c'est quand même un effort. Ça sera pas trivial. Ouais, mais en même temps, c'est un peu ça, jouer un jeu solo. Tu sais, c'est... Faut que tu fasses C'est ça. pas obligé, c'est ça l'affaire. Il y en a des plus simples. Il y en a des plus simples, mais c'est quand même le fun de jouer à un jeu compliqué aussi, des fois, tout seul. Puis aussi, ça permet aussi de... Moi, j'aime ça jouer solo des fois avant, mettons, qu'on joue ensemble. Fait que comme ça, tu sais, je comprends un peu plus le feeling, puis je suis capable de dire ah ouais, ça, tu vas l'oublier, ça va être important, ça va être ça a l'air cool, mais finalement pas tant. Tu sais, tu l'as déjà comme goûté un peu, là. Fait que moi j'aime ça, tu sais, souvent avoir la possibilité de l'essayer solo avant de le faire essayer à des gens. C'est sûr que pour maîtriser le jeu puis les règles, ça peut aider, mais des fois les règles sont tellement différentes que ça aide pas tant que ça, tu sais. Ouais. Non, ça arrive. Ça. Mais tu sais, on parlait d'un autre jeu. En fait, ma règle, c'est qu'il faut qu'il y ait un jeu solo. Puis tu sais, j'ai acheté War for Arrakis, Dune War for Arrakis que j'aime beaucoup. Tu sais, il est dans la même lignée que Star Wars Rebellion puis Lord of the Rings. Fait que tu sais, il venait toucher les cordes, mais il y a un mode solo dedans. Tu sais, tu vois que c'était pas le plan initial parce que quand tu joues solo, t'es restreint à une faction. Alors que, tu sais, ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est justement d'avoir l'occasion de jouer un bord, jouer l'autre, puis tu sais, comprendre comment ça se passe pour que quand tu te bats contre l'autre, tu sais qu'est-ce qu'il peut faire plus. En tout cas. Ouais, tu peux te pratiquer avec un des deux côtés, au moins. Ouais. Mais j'hésitais, tu sais, parce que dans ce jeu-là, c'est outsmarter, tu sais, l'opposant, c'est jouer la game au-dessus de la game. Fait que, tu sais, c'est comme, j'avais regardé à un moment donné, tu sais, pour des jeux, des versions solo de Rébellion. Puis j'en avais vu 2, 3 passer. Puis à la fin, je m'étais dit, ça reste que ça va trop transformer l'expérience. Puis je peux pas. Mais en même temps, c'est tellement comme des gros jeux qui, tu sais, qui demandent beaucoup de temps puis qui sont durs à sortir, souvent. C'est vrai. Que d'avoir un mode solo, ben, ça peut te permettre d'en profiter un peu plus. Ouais. C'est vrai. Ça revient à ce que tu disais tantôt, là. Quand t'aimes beaucoup le jeu, ben, des fois, tu mets l'effort pour apprendre les règles de plus puis gérer le, tu sais, c'est beaucoup de L'automatisme. manipulation puis de gestion de plus, là. Ouais. Puis là, c'est quand tu prépares quand tu montes le jeu puis que faut que tu bases toutes les decks de cartes, c'est compliqué. C'est En long. même, ça prend du temps. Je viens de penser à un mode solo qu'on n'a pas parlé, c'est maintenant plus en plus fréquent, c'est les jeux digitaux. C'est vrai. C'est comme Gloomhaven sur Steam, comme Ben, je pense que c'est une autre catégorie à part, ça. ouais. Mais quand même, tu joues un peu solo, mais c'est que tu transformes ton jeu de société en jeu vidéo. Tu sais, est-ce que c'est ça au final un peu? Quand tu joues en solo? Tu sais, je sais qu'il y a des gens que c'est un peu ça leur mode de pensée, c'est pourquoi je brasserais toutes les cartes moi-même alors que je peux jouer à un jeu vidéo qui fait cette gestion-là pour moi? C'est un argument dont j'ai pas trouvé de contre-argument parce que c'est vrai que c'est plus simple d'ouvrir ton Steam, ta librairie Steam, d'ouvrir Gloomhaven que de setuper Gloomhaven toi-même pour toi. Et des fois, tu veux juste comme pas être à l'écran aussi. Ouais. Ça fait du bien de faire autre chose. Puis juste de toucher les composantes, tu sais, Ouais, il y a un truc là quand même. C'est vrai qu'en fonction du jeu, là, des fois c'est juste le fun de voir le plateau. Tu sais, dernièrement, j'ai commencé une campagne d'un jeu, puis je pense qu'à chaque fois que je sors le jeu, je t'envoie des photos, puis je suis comme ça a l'air cool, hein. Puis après ça, jouer à ce jeu-là. Ouais, peut-être une prochaine fois. Fait que je pense que ça fait le tour. Ça va être à vous de parler maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les jeux devraient avoir un mode solo? C'est quoi les jeux qui pour vous en méritent vraiment un ou en méritent pas? Ou y a-t-il des jeux dans les catégories qu'on a parlé de jeux que nous on aime plus avec un mode solo que vous connaissez qui pourrait peut-être nous intéresser?
Dites-nous ça dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Venez jaser de ça avec nous sur notre Discord. Donc Discord, c'est une espèce de chat qu'on peut avoir sur le téléphone ou dans le browser. On a un channel Board Game Duel avec tout plein de catégories là, de discussion. Là. On parle de jeux, on parle du podcast. Souvent, je vais mettre des petits teasers avant que l'épisode sorte. Des petites photos pour dire ça va être quoi le prochain épisode qui s'en vient. C'est une façon très facile de nous parler. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait un channel secret pour nos Patreons qui ont même eu l'occasion de décider de l'épisode d'aujourd'hui. C'est vrai, on a donné quelques choix, puis c'est celui-là que nos Patreons ont choisi, donc c'est de leur faute si on vous parle de mode solo aujourd'hui. Ouais, moi je dirais c'est grâce à eux. C'est mieux dit, t'as raison. Fait que ouais, si vous voulez nous supporter sur Patreon, ça vous donne accès à ces votes-là. On a des petites capsules en dessous de la table qu'on enregistre après chaque épisode. Des épisodes bonus aussi qui s'en viennent. Oui, les épisodes en descendant, tu sais, on a un concept. Là. Les épisodes de Board Game Duel officiel, ils vont en incrémentant. Ça a l'air drôle, hein, parce que là, je vais dire, ils vont diminuer. Le premier épisode hors série, ça va être le meilleur, puis après ça va juste diminuer en qualité. Mais non, on leur réserve des petits épisodes, des épisodes spéciaux suite à leur demande. Ou sinon, si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez aussi écrire un review, partager avec vos amis, avec votre groupe de jeu, avec l'internet en général. Si quelqu'un demande y a-t-il des bons podcasts ou des bons reviewers de jeux de société, un petit mot sur Board Game Duel, ça fait toujours du bien. Moi, je suis toujours content de voir des petites recommandations comme ça. Ça aide des gens à nous découvrir. Merci à ceux qui l'ont déjà fait ou qui le font. Merci à tout le monde qui nous écoute jusqu'à la fin. Merci à l'Odyssée pour la commandite. Merci à Chrysalis pour la chanson thème. Merci à Vince de faire l'épisode avec moi. Je pense que c'est 77 épisodes. C'est la première fois que je te dis merci. C'est vrai? T'es vraiment ingrat. Non. Tu me l'as pas plus dit. Merci à toi aussi, Sam. D'être encore là après 77 épisodes. Je pense que c'est l'épisode chanceux au final. C'est pour ça que t'es fin de même. Ça doit être ça. Et voilà. Fait que sur ce, merci Sam. Ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir. Et avant que ça devienne un peu trop émotif, je vous dirai j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Quand tu montes le jeu puis que faut que tu bases toutes les decks de cartes, c'est compliqué. C'est long. Ça prend du temps. En même temps, quand t'as Sam qui base les cartes dans les airs de même, là, littéralement, là, tu sais, comme on brasserait une canette de bière avant de l'ouvrir dans la face de quelqu'un, là, mais tu fais ça avec le paquet de cartes, tu sais. Ben, tu me dis débrasser. Je pense que je le fais tout le temps. Puis l'autre fois, je l'ai fait avec d'autres gens. Tu m'as volé ma joke. Je me trouvais bien drôle. Ils t'ont-tu trouvé drôle, eux autres? Ouais. Ah, il était pas mal, en fait, ils m'ont trouvé drôle. Ils font la face de découragé, là, tu sais, quand tu fais une joke plate, c'était ce visage-là. Fait que moi, j'étais juste très satisfait quand même de la blague. Fait que je comprends pourquoi tu le fais. Il est contaminé. Ouais.